Alors, je remercie Monsieur Marceau de son invitation à participer à cette journée. Je vais donc vous parler des violences faites aux femmes et de ce que la psychanalyse a à en dire. Ou en tout cas, de quelle manière elle peut rencontrer cette question des violences faites aux femmes. Alors, donc ces violences se caractérisent, on peut commencer par là, par leur remarquable permanence dans l'histoire et leur notable diversité, qu'il s'agisse des violences conjugales, pouvant aller du viol au meurtre, des violences de rue, s'incarnant notamment dans le harcèlement, ou des discriminations subies dans le monde du travail du fait d'être une femme. Elles ont trouvé, ces violences, dans la période récente, un écho d'ampleur nouvelle dans notre culture. Le mouvement MeToo, il y a un an, rendait visible la pratique du viol comme un fait social massif, jusque-là dissimulé d'une part par le déni du côté des violeurs et d'autre part par la honte du côté des violés. Il a été relayé, ce premier temps, donc, il y a 10 jours, par le mouvement Nous Toutes, qui prolonge tout en le réorientant, ce premier acte. Il s'agit désormais de la revendication d'une appropriation globale de cette question à l'échelle d'une société tout entière et non plus seulement d'une mise en accusation individualisée. Comment traiter le problème que représente la persistance d'une inégalité sociale de fait entre hommes et femmes que les avancées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en termes de droits civiques, de droits juridiques, de droits sociaux n'ont pas suffi à résoudre? Il s'agit indéniablement d'un problème politique. Une société n'est-elle pas responsable aussi bien des impasses qu'elle a contribué à créer que des propositions qu'elle fait pour s'en dégager? En l'occurrence, la non-correspondance entre une égalité de droit et une égalité de fait est une entrave manifeste au progrès social et requiert une volonté et une action politique spécifique. Mais il se pourrait que la psychanalyse puisse à sa manière contribuer latéralement à faire progresser cette cause politique. N'a-t-elle pas à sa disposition des outils permettant d'élucider d'une part la manière dont s'est constituée cette impasse, c'est-à-dire que la femme n'est pas considérée comme l'égale de l'homme à l'échelle collective, et d'autre part ce qui empêche de se dégager de cette impasse? Les dispositions légales qui établissent l'égalité n'ont pas d'effet suffisant sur les pratiques sociales. En effet, la psychanalyse a les moyens de penser la menace que la féminité ou la position féminine représente socialement et la réaction défensive à laquelle cette menace donne lieu, sous la forme d'une disqualification du genre féminin largement répandue. Par féminité, on n'entendra pas ici le groupe des individus de sexe féminin, mais une modalité de subjectivation qui supporte un savoir inconscient de l'incomplétude. Prenant le relais d'une tradition séculaire, Freud désignait le territoire de ce savoir comme un continent noir. On entend encore dans cette expression les échos de cette vieille peur du mystère féminin qui a longtemps donné lieu, et aujourd'hui encore d'une certaine façon, à des chasses aux sorcières. Or, c'est précisément en ne reculant pas devant ce que la culture a non seulement constitué comme un mystère, mais a également stigmatisé, que la psychanalyse s'est donné un objet qui lui est propre. Il n'est nullement fortuit, en effet, que ce soit dans la rencontre avec des jeunes femmes dites hystériques que Freud ait pu d'abord approcher l'inconscient. En faisant de leur corps le support d'un discours énigmatique, où les symptômes parlent un autre langage que celui de la médecine et lui résistent ouvertement, ces patientes rendaient pensable à qui voulait bien se prêter à cette expérience déroutante un autre régime du rapport à la vie. En pleine célébration de son triomphe, à la fin du XIXe siècle, la raison scientifique se voyait renvoyée à son impuissance. Impossible, en effet, d'expliquer avec les lois de l'anatomie et de la physiologie les symptômes de ces patientes. Convulsions sans cause neurologique, cécité transitoire, paralysie nerveuse ne suivant pas les trajets des nerfs, etc. Au cœur du dispositif hystérique se trouve donc une contestation en acte du savoir établi depuis un autre point de savoir que j'ai nommé le savoir inconscient de l'incomplétude, d'où se met en lumière ce que la culture n'a précisément de cesse que de recouvrir pour l'invisibiliser. Qu'est-ce que la culture recouvre donc? Le fait qu'il n'y a pas de garantie absolue du savoir ou de la vérité. Rien ne permet de totaliser le savoir, ce qui n'empêche pas la science, évidemment, de faire de cette totalisation son horizon asymptotique. Rien non plus ne permet d'établir une vérité définitive qui ne serait pas tributaire des aléas de l'histoire. Freud a établi très clairement dans ses écrits dits culturels quelle réponse collective a été apportée à cette incomplétude difficile à soutenir individuellement.
les religions monothéistes ont permis que se constitue un point extérieur de référence à une possible totalité, de manière à ce que se trouve apaisée une angoisse existentielle fondamentale qui tient au fait que la signification de la vie humaine n'est pas donnée intrinsèquement et que la mort constitue un point de butée incontournable depuis lequel se mesure la valeur de chaque vie. La trop humaine angoisse qui s'en déduit est au cœur du mythe grâce auquel Freud pensait les conditions de possibilité de toute culture humaine. Mythe qu'on peut lire dans Totem et Tabou, qui a été évoqué plus tôt. J'en rappelle très brièvement les grandes lignes. Pour mettre fin au règne tyrannique du père originel, les fils se constituent en une bande de frères, avec pour projet commun d'éliminer cette figure de toute puissance et se répartir entre eux le pouvoir ainsi décomplété. Pour que chacun puisse avoir un peu de pouvoir, il faut que disparaisse celui qui en jouissait jusque-là en totalité. L'histoire, avec un grand H, s'ouvre donc avec le meurtre du père, c'est-à-dire avec la constitution d'une place laissée vide, qui a une double fonction. D'une part, elle tient lieu de rappel de l'acte fondateur et engage les générations de fils à la commémoration de cet événement décisif qui est donc le meurtre du père. D'autre part, elle indexe tout exercice du pouvoir temporel des fils, relatif donc au renoncement en acte au pouvoir absolu. Or, il est toujours tentant pour les fils de se prendre pour le père, ou bien pour Jupiter, c'est la même chose, et d'oublier sur quel renoncement s'est établi leur pouvoir démocratique. L'une des nombreuses questions que l'on peut adresser à cette construction freudienne est celle de la place réservée aux femmes dans l'espace culturel. Elles n'y apparaissent dans ce mythe que comme mère ou épouse, c'est-à-dire référées au père ou au fils, sans fonction politique qui leur soit propre. Freud ne résout pas directement ce point, mais on peut trouver dans son œuvre une manière de penser cette disparité des statuts des hommes et des femmes. Le questionnement continu de Freud sur les fondements et le fonctionnement de la culture humaine occidentale s'est accompagné d'une interrogation non moins continue, laissée ouverte jusqu'à la fin de sa vie, qu'il a ramassée dans une formule très synthétique où s'avoue discrètement la déroute masculine face à l'impensable féminin. Que veut la femme ? Was will das Weib en allemand. Or, cette manière même de poser la question indique implicitement que côté homme, la question est beaucoup plus facile à résoudre. On sait ce que veut l'homme, semble sous-entendre Freud. Il veut le pouvoir. Et c'est ce qu'il met paradoxalement dans un rapport d'égalité avec ses frères, qui le veulent aussi. Évidemment, cette égalité fraternelle se double immédiatement d'une rivalité phallique qui ouvre l'histoire à tous les aléas possibles. De fait, la démocratie n'est jamais gagnée. On en voit voilà, les aléas particulièrement clairement ces temps-ci. Alors donc, que veut la femme ? Si Freud pouvait poser la question en ces termes, c'est aussi qu'il l'avait partiellement résolue. Sa rencontre, pour ainsi dire initiatique, avec les jeunes femmes hystériques, l'avait amenée à les créditer d'un savoir autre et à se mettre à l'écoute de ce savoir. Plutôt que de les disqualifier donc dans le rôle de contestatrice du savoir établi qu'elle s'était donné malgré elle, dans une société patriarcale qui ne leur proposait que très peu de possibilités émancipatoires, il choisit de leur faire crédit de ce savoir écrit sur les corps, ce savoir qui s'ignorait lui-même, dans la mesure, justement, où il pourrait bien concerner la culture dans son ensemble. Il s'est en effet avéré que les hystériques parlent aux hommes de ce qui leur manque pour garantir leur pouvoir, et cela les rend bien sûr insupportables. Et il n'est pas très difficile d'entendre dans cette stigmatisation la matrice d'un syllogisme problématique où s'énonce une version de l'inégalité entre hommes et femmes énoncée depuis un point de vue masculin. L'hystérique est insupportable, or toutes les femmes sont hystériques, donc toutes les femmes sont insupportables. Cette logique se reproduit dans l'espace social en une infériorisation trop facilement légitimée. Pourtant, cette misogynie du quotidien résiste d'autant mieux aux dispositifs légaux qui visent à la contrecarrer qu'elle est entretenue par les femmes elles-mêmes. Ce nouveau paradoxe est repéré par Freud, c'est ce qui l'amène, par exemple, à faire du masochisme une sorte de prérogative de la position féminine. Il faudrait reprendre ce point qui est particulièrement problématique et discuté par les Freudiens eux-mêmes. Mais il est particulièrement clairement énoncé par Lacan, donc, ce nouveau paradoxe, dans une de ces formules choc dont il avait le secret et que l'on peut considérer comme une réponse à la question freudienne. Donc, la question freudienne étant « Que veut la femme ?» Lacan répond « L'hystérique est une esclave qui cherche un maître sur qui régner. »
L'ambivalence de la position féminine apparaît ici de manière crue et s'y joue le retournement, mais s'y joue le retournement du syllogisme problématique précédemment évoqué. Si, comme le propose Freud dans son mythe, la culture ne peut se fonder que sur un postulat patriarcal, alors les femmes n'ont pas d'autre place sociale que celle qui leur est réservée dans cette organisation symbolique donnée comme seule possible. Dans cette mesure-là, elles y sont asservies. Hystérique devient alors le nom des femmes quand leur position est déterminée par un système patriarcal et non plus seulement une étiquette diagnostique. La seule véritable liberté dont elles disposent consiste dès lors à retourner le stigmate en s'emparant imaginairement du phallus. Et Lacan de poursuivre, l'hystérique fait l'homme. Il serait tentant de penser qu'il s'agit là d'une trahison de classe ou plutôt de genre et que pour échapper aux difficultés propres à son sexe, il suffit de s'identifier à l'autre sexe. Mais une ruse est ici en jeu qui empêche de s'arrêter à cette interprétation, bien que la dimension dialectique du rapport des sexes soit incontournable. Si l'hystérique cherche un maître sur qui régner, ce n'est pas forcément pour prendre elle-même la place du maître, bien que cela soit possible. Dans cette opération se joue aussi, et peut-être d'abord, la destitution du maître en tant que tel. Car seul l'esclave a le pouvoir de faire du maître un maître. Le maître dépend de l'esclave et non l'inverse. Et ça, c'est précisément ce que le maître préférerait de beaucoup ne pas savoir. Les violences faites aux femmes peuvent ainsi être comprises à la lumière psychanalytique comme une résistance féroce contre cette inconsistance du pouvoir dont les femmes font la démonstration, souvent malgré elles. En requalifiant les femmes dès le départ grâce à l'hystérie, la psychanalyse n'a-t-elle pas ouvert la possibilité de repenser la question de l'égalité politique en repassant par les fondements psychiques de l'organisation sociale ?